Alors, donc bonjour à toutes et à tous. On est très heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous mensuel donc, du mois de mai. Aujourd'hui, on accueille Jean-Louis Gouraud, qui est écrivain, historien, éditeur, et vous êtes considéré comme l'encyclopédiste du cheval. Et nous accueillons également Diane de Comprojet, qui est la cofondatrice de Cheval et SHS. Et donc, qui a soutenu sa thèse qui est intitulée Chevaux de papier, représentation de la figure équine dans le roman français contemporain de l'entre-deux-guerres à nos jours. Donc aujourd'hui, vous nous présentez votre ouvrage collectif Amazon, Femme de cheval chez tous les peuples de la Terre depuis les temps les plus anciens jusqu'à nos jours. Donc, qui est publié aux éditions Actes Sud dans la collection Art équestre que vous dirigez, Jean Desbourreaux. Et donc, c'est un ouvrage qui a été publié sous votre direction et avec la participation de Diane de Comprojet. Je vous laisse désormais la parole. Et donc, je vous laisse partager les écrans. Normalement, c'est bon, vous avez la main. Oui, je commence à bien Diane Pense, moi, préfère. moi, je me sens pas légitime du tout pour parler, surtout que je dois être la Non, seule non, à non, avoir si, participé. parce que Je vois justement, Armel aussi, d'autres gens. je crois que justement, c'est l'adjectif qu'il faut souligner, enfin répéter, c'est que c'est un ouvrage collectif, très collectif même, puisque en vérité, il y a une centaine, enfin, et même très exactement 100 contributeurs. Alors, Diane est un des contributeurs ou une des contributrices importantes. Enfin, il y en a 99 autres. Et en ce qui me concerne, je me suis abstenu d'y participer autrement que comme coordonnateur, collecteur, dragueur de notices. Euh, En m'étant lancé dans ce projet-là il y a à peu près trois ans, mais en fait, c'était en vérité, c'était un projet beaucoup plus ancien parce qu'il m'apparaît, comme à tout le monde, et enfin, c'est pas une révélation, mais enfin, que le monde du cheval s'est complètement transformé par sa féminisation et il faut bien rendre compte de cette réalité et que il faut remplacer aussi de plus en plus le terme bien connu de homme de cheval par un terme qui pourrait être femme de cheval. Enfin, bon, alors, simplement, ce terme de femme de cheval est ambigu, raison pour laquelle l'éditeur, plutôt que d'intituler cet ouvrage, cette collection, cette collecte de portraits de femmes de cheval, a préféré le terme, tout aussi contestable à mon avis d'ailleurs, de Amazon. Bon, enfin, bon, l'idée de départ était en tout cas de montrer que les femmes, en effet, euh, ont depuis, sous des formes diverses, euh, une relation ancienne et complexe avec le cheval. Ce que j'appelle femme de cheval, c'est enfin l'idée de l'inventaire était de très ambitieux, peut-être trop ambitieux, de couvrir euh, non seulement toutes les époques, donc de l'Antiquité à nos jours, mais toutes les civilisations, toutes les cultures, toutes les régions du monde, pas seulement l'Europe occidentale, mais aussi l'Afrique, l'Asie, le Moyen-Orient, etc. Donc, et puis enfin, couvrir, et je crois que c'est surtout ça la principale originalité du projet, couvrir toutes les disciplines. C'est-à-dire que dans mon esprit, et dans l'esprit des contributeurs et contributrices à cette tentative d'inventaire, il n'est pas nécessairement nécessaire d'être cavalière pour être femme de cheval. C'est-à-dire que la, 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 la tentative d'inventaire que nous avons lancée prétendait ou espérait ne pas oublier toutes ces femmes qui, sans être nécessairement cavalières, pour lesquelles le cheval a été un élément important de leur vie, de leur carrière, de leur inspiration, s'il s'agit d'artistes ou de leur travail, s'il s'agit
de chercheuses, de vétérinaires, d'éleveuses, etc. Voilà. Alors, en me lançant dans ce, avec des ambitions aussi démesurées dans ce projet, je n'avais pas conscience des difficultés, et ou même, encore pire, de l'impossibilité d'aboutir à un résultat, ou d'aboutir en tout cas à l'exhaustivité. Et c'est en travaillant, enfin, si vous voulez, d'abord un petit regard, un petit zoom, non, plutôt un regard vers l'arrière. C'est un projet comme éditeur, que j'avais déjà suggéré à une fille extraordinaire, qui était aussi une de mes amies, très bonne journaliste, elle-même cavalière passionnée, bonne connaisseuse du sujet, qui était Marion Scali, et à qui j'avais suggéré de se lancer dans un projet de ce genre. Puis Marion Scali, malheureusement, a été très vite atteinte d'une maladie incurable, elle a disparu, elle n'a pas pu faire cet ouvrage qui aurait dû exister déjà il y a donc une vingtaine d'années. Et je n'ai repris ce projet que récemment, alors à un moment où évidemment on peut me soupçonner de me livrer un peu à la mode, puisque c'est vrai que voilà, des femmes, il faut en trouver partout maintenant, des femmes artistes, des femmes écrivains, des femmes scientifiques, des femmes, on en fait des pièces de théâtre, on en fait des encyclopédies, on en fait des expositions, etc. Mais croyez-moi, mon projet n'était pas du tout le résultat de. Je n'ai pas réalisé ce livre sous la pression d'une mode qui consiste à découvrir que les femmes, bah oui, les femmes aussi écrivent, peignent, font la guerre, font de la politique, font de la littérature, voilà. Donc, ce n'est que chemin faisant, en me lançant dans ce projet, que j'ai découvert petit à petit ce que j'aurais dû deviner avant de me lancer dedans, de l'impossibilité d'obtenir le résultat escompté. Parce que plus les contributions arrivaient, plus je me percevais de l'immensité du sujet. Ce qui c'était peut-être pas difficile à deviner, mais j'ai eu cet aveuglement de penser que si on pourrait y arriver. Alors comment est-ce que j'ai procédé? J'ai lancé des appels à contribution à euh, tous ceux au cours de ma longue carrière, j'ai eu l'occasion de connaître, de rencontrer, qui avaient des compétences ou bien historiques, ou bien géographiques, ou bien sur telle ou telle discipline équestre. Alors, un des problèmes qui s'est très vite posé, c'était de savoir comment piocher dans tout ce matériau considérable les, les, les femmes qu'on pouvait retenir, celles qui méritaient en tout cas de se trouver dans l'inventaire, et celles qui le méritaient un peu moins. Alors c'est vrai qu'il y a très très peu de critères qui pouvaient être mis en jeu, sauf dans des disciplines dans lesquelles on distribue des médailles, dans lesquelles il y a des championnats, dans lesquels donc il y a des championnes. Donc c'était le cas évidemment dans le domaine des sports équestres, où là, il y a un critère simple, ou bien on est champion olympique, ou bien on ne l'est pas. Et donc, le principal contributeur euh, pour ces activités de sports équestres, lui, s'est fixé un minimum de réussite aux championnats du monde ou dans des deux Jeux olympiques pour faire figurer ou ne pas faire figurer telle ou telle cavalière. Alors, de la même manière, il y a des critères objectifs dans le domaine des courses. Mais dans le domaine des courses, il n'y a pas que des filles qui montent à cheval. Il y a aussi des propriétaires, des grands propriétaires
des entraîneurs, entraîneurs, euh, oui. J'apprécie les sarcasmes de Bernadette, mais enfin, Non, non, mais parce qu'on s'est tous posé la question. ouais. Non, non, mais, non, mais dans le milieu, on utilise ça déjà. On a compris qu'entraîneur, c'est mieux qu'entraîneuse. Bon. Et donc, en dehors, si vous voulez, du monde des sports équestres et, disons, des courses, il n'y a pas de critères objectifs. Et donc, très vite, j'ai laissé aux contributeurs la responsabilité de leur choix. C'est-à-dire que c'est ça peut-être aussi l'originalité ou la spécificité de ce travail, qui n'est pas tout à fait un dictionnaire, ni tout à fait une encyclopédie, parce qu'un dictionnaire, une encyclopédie, d'abord, les notices sont généralement anonymes, et puis on s'attache à une certaine unité de ton. Et là, au contraire, c'est une accumulation de personnalités qui ont bien voulu contribuer à ce travail, et chaque personnalité conserve son caractère, ses humeurs. Et en échange de quoi, évidemment, chaque notice est signée de son auteur, mais puisqu'il le signe, il en assume la responsabilité. Je cherche pas du tout à me défausser de ma propre responsabilité, mais enfin, j'ai bien conscience du fait que beaucoup des femmes qui auraient mérité de se trouver dans ce travail ne s'y trouvent probablement pas. Je ne sais pas pour le moment. Enfin, le livre est sorti il y a un mois et demi et je n'ai pas eu de reproche sur ce thème-là. On ne m'a pas dit ah mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas pourquoi vous avez oublié une telle ou une telle, je ne sais pas. Enfin, je sais bien que ce genre de remarques va venir. Et vont venir aussi des remarques du genre, mais pourquoi est-ce que vous avez mis cette conne qui ne méritait pas, etc., etc. Ma réponse est très simple. Chaque auteur, chaque contributeur, chaque contributrice est responsable de son choix et du contenu de la notice, et donc du ton, du style, ce qui explique que entre la notice d'un professeur d'université et la notice d'un journaliste, évidemment, ce n'est pas du tout le même ton. La seule règle technique que j'avais imposée, ou que j'ai cherché à imposer à ceux qui ont bien voulu contribuer à ce livre, c'était un problème de dimension. C'est-à-dire 5000 signes maximum, c'est-à-dire que même Jeanne d'Arc, même la reine d'Angleterre, voilà, pas plus que 5000 signes. Ce qui fait que la reine d'Angleterre ou Jeanne d'Arc ont eu la même quantité de signes que tel ou tel personnage choisi par complètement inconnu, mais qui avait été choisi par Bernadette, par exemple, qui lui a consacré à 5000 signes la même quantité qu'à la reine d'Angleterre. La seule exception dans tout ça, c'est que ça, c'est mon choix personnel, c'est qu'il y a une des Amazones, une des femmes de cheval mentionnées, bénéficier de 2 notices. Et ça, c'est mon caprice, c'est Jeanne d'Arc. Parce que voilà, il se trouve que je suis amoureux de Jeanne d'Arc. Et donc, j'ai reçu 2 notices de Jeanne d'Arc. Une d'une historienne indiscutable sur le sujet, et puis une d'un écrivain qui a aussi beaucoup écrit sur Jeanne d'Arc. Et il me semblait que les 2 notices se complétaient bien. Et donc, exceptionnellement, Jeanne d'Arc bénéficie de 2 notices dans ce dictionnaire, qui d'ailleurs n'est pas vraiment un dictionnaire, puisque devant la masse réunie, avec l'éditrice Anne-Sylvie Bameul, nous avons décidé de répartir toutes ces notices en 2 grandes sections. Une première section chronologique, qui va, et d'ailleurs cette idée est assez intéressante pour des raisons qui n'ont pas échappé ensuite à la préfacière, dont je vais vous dire un mot tout à l'heure. Une première section chronologique
qui établit une espèce d'inventaire donc, des femmes de l'Antiquité, c'est-à-dire des Amazones, disons, de Pentésilée, pour la nommer, jusqu'aux années 1900. Et donc, cette section, et ça qui est intéressant, occupe à peu près le tiers de cet ouvrage. Et puis, deuxième section, elle, au contraire, classée par ordre alphabétique, c'est toutes les femmes dont la date de naissance est à partir de 1900 jusqu'à nos jours. Et ça, cette partie-là occupe les deux tiers de l'ouvrage. Et on s'aperçoit bien que tout ça correspond à une réalité historique qui est tout simplement l'émergence des femmes dans le monde, dans l'univers du cheval depuis les années 1900. Quoi. C'est là où, et même sans doute peut-être un peu plus tard, je crois que le vrai bouleversement, c'était plutôt autour de la Deuxième Guerre mondiale, enfin au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Enfin, en gros, c'est cette répartition entre un tiers et deux tiers illustre bien une réalité historique. Voilà. Donc, j'ai eu, puisqu'on est entre amis, je peux vous avouer que j'ai eu un moment de grande déprime lorsque j'ai pris conscience enfin que le truc était irréalisable, qu'il y avait une masse documentaire telle que on n'en viendra jamais à bout. Euh, Autant pour ce qui concerne le monde occidental, j'avais des sources assez nombreuses, des compétences innombrables, des propositions nombreuses. Autant je peinais à trouver l'équivalent en Inde, par exemple, ou en Chine, ou dans le monde persan, etc., où les, les sources documentaires, les compétences sont moins nombreuses, du moins ici, on a pour base Paris ou la France. Quoi. Et euh, j'étais dans ce moment de trouble en me disant mais pourquoi s'être lancé dans ce truc qui sera jamais bien, qui sera jamais exhaustif, qui ne donnera jamais un reflet de la réalité. C'est à ce moment-là que j'ai eu oui, la chance, l'honneur, oui, le plaisir de rencontrer Michel Perrault, la célèbre historienne Michel Perrault, devant laquelle je commençais à pleurnicher sur mon sort en lui expliquant à quel point j'étais désespéré. Alors, Michel Perrault, très gentiment, m'a dit, d'une façon un peu maternelle, m'a dit, écoutez, montrez-moi, donnez-moi tout ça, je vais voir, je vais vous dire. Et donc, je lui ai apporté sur une brouette un manuscrit énorme, je ne sais pas, qui devait peser 10 kilos. C'était déjà l'ouvrage bien avancé, euh, sur lequel j'avais déjà pas mal travaillé. D'ailleurs, j'ouvre ici une parenthèse pour souligner le fait que parmi les difficultés, il y a celle que toutes ces collaborations sont des collaborations bénévoles. Donc, quand on demande à des gens, garçons ou filles, de contribuer bénévolement, on ne peut pas imposer beaucoup d'autres exigences que de s'en tenir aux 5000 signes. C'est-à-dire qu'il y avait des problèmes de retard, mais c'est très difficile d'engueuler quelqu'un pour un retard alors qu'il contribue bénévolement. Et de la même manière, il y a certaines notices qui étaient plus ou moins brinque-ballantes. Et c'est toujours un peu délicat de demander à des gens en général éminents ou qui ont une carrière ou qui ont réussi dans leur métier de leur expliquer que leur truc, c'est pas tout à fait au point, qu'il faudrait l'arranger, l'améliorer, etc. Bon.
Bref, tout ça aussi, je le souligne juste pour expliquer l'ambiance dans laquelle je me trouvais lorsque j'ai rencontré Michel Perrault. Et donc, j'avais amené à Michel Perrault ce qui, ce qui me semblait déjà publiable. Et 15 jours plus tard, Michel Perrault m'a envoyé un mail pour me dire, écoutez, votre truc, c'est formidable. C'est c'est une découverte. Il y a plein de trucs. C'est magnifique. Bon, alors, ça m'a remonté le moral, évidemment. Je suis allé la voir à nouveau. Et puis, au terme de notre discussion, je lui ai dit, Madame, puis-je profiter de l'avantage que vous me donnez aujourd'hui en vous demandant un peu plus, c'est-à-dire accepter le rendez-vous, de faire une préface. Ce qu'elle a accepté avec enthousiasme. Et je me suis mis alors, soulagé, à compter le, le nombre de notices qui me semblaient publiables. Il y en avait, c'est un pur hasard, ou alors c'est un signe des cieux, il y en avait exactement 500. Ensuite, j'ai entrepris de comptabiliser le nombre de contributeurs, et là encore, signe des dieux, il y en avait exactement 100. Et j'ai compris, au vu de ces deux chiffres, 500 et 100, j'ai compris que voilà, que c'était bouclé et qu'on allait le publier tel quel. Alors, bien sûr, il est imparfait, bien sûr, il est incomplet, bien sûr, il est plein de défauts en tout genre, mais tant pis, tant pis, voilà. Il existe et, et bon, je dois dire, là, pour le moment, en tout cas, je répète, le livre est en circulation déjà depuis plus d'un mois. Pour le moment, je n'ai pas on ne m'a pas signalé de coquilles, ni de fautes, ni d'erreurs, ni de manquements, ni de voilà. Donc, merci en tout cas à des contributeurs parmi les plus importants, euh, dans la liste desquels je mettrai en tête Pascal Renoldon, qui est un éminent spécialiste des sports équestres, activités de saut d'obstacle, de dressage complet, mais aussi de polo, etc., qu'il suit attentivement depuis 20 ans et qui a fait à lui tout seul sur les 500 notices de l'ouvrage, qui a dû en faire une cinquantaine, donc il est à lui tout seul. Il fait 10, c'est 10%, sa contribution représente 10% de l'ouvrage. Et en deuxième position vient notre amie Diane de Canget, qui présente ici, là, voilà, que je salue à nouveau. Et voilà, merci Diane. Et qui a d'ailleurs fait des notices sur à peu près la totalité des membres de votre association. Et puis, en troisième position, je citerai Jean-François Pré, qui est un journaliste de télévision, qui était bien connu par la génération précédente, parce qu'il, tous les jours à 20 heures, il présentait sur TF1 une émission qui s'appelait La Minute Hippique, et dans laquelle il donnait les résultats, il annonçait ou donnait les résultats des courses de la journée. Alors lui, c'est un fin connaisseur du monde du turf, et il a aussi été un des contributeurs importants à cet ouvrage. Voilà donc petit panorama général, et je reste évidemment à votre disposition pour donner d'autres précisions si vous le souhaitez. Voilà. Coucou. Jean-Louis, vous dites qu'il n'y a pas encore eu de critique, mais il y a quand même 720 pages, hein. C'est peut-être parce qu'ils n'ont pas fini encore. Attendez, attendez, Ouais. ça va arriver. Ah, je ne désespère pas. Non, mais ma fierté, si vous voulez, c'est d'avoir imposé quand même enfin,
d'abord s'intéresser à des régions sur lesquelles on sait généralement assez peu de choses, c'est-à-dire la Chine, la Mongolie, l'Inde, le Moyen-Orient, etc. Donc, ça, mais aussi, c'est que c'est peut-être même le plus original encore, c'est d'évoquer la passion pour le cheval de certains personnages qui sont bien connus pour d'autres raisons que cette passion pour le cheval. Je pense par exemple à la grande Catherine de Russie. Elle est bien connue évidemment comme dirigeante autoritaire, comme grande amoureuse, comme grande conquérante, etc. Mais sa passion profonde et sa compétence en matière équestre était très peu connue. Et donc, la notice faite par Vladimir Berlovitch sur les Grandes Catherine, ça nous apprend quelque chose. De la même manière, tout le monde connaît la grande cantatrice, la Malibran, mais peu de gens savent que la vraie passion de la Malibran, c'était pas le chant, c'était l'équitation, bon, etc. Donc il y a beaucoup de personnages connus dans cet ouvrage, mais qui sont connus pour d'autres raisons que leur passion pour le cheval. Et donc, cet aspect, même j'évoquais tout à l'heure Jeanne d'Arc, on pense rarement, quand on parle de Jeanne d'Arc, on pense rarement à la femme de cheval qu'elle était, pour lesquelles elle avait d'évidentes compétences. Et elle avait pour les chevaux, elle l'a exprimé elle-même d'ailleurs au cours de son procès, elle avait pour les chevaux eux-mêmes, l'animal, une passion qu'on lui a d'ailleurs reprochée. Oui, donc, à part ça, Bah, Diane, je te laisse prendre la parole. Ouais, alors j'ai vu qu'il y a des questions, Armel, etc. Alors je sais pas comment vous voulez qu'on fasse parce que moi du coup je me suis permis en me disant comme Jean l'a exprimé, moi je me sentais pas trop légitime pour raconter trop de trucs sur les Amazones parce que j'étais qu'une mini contribution au reste. Mais du coup j'en avais pris deux ou trois si jamais ça vous intéressait après pour peut-être voilà avoir deux trois visages un peu comme un teasing, une peu mini une mini illustration des propos de Jean-Louis. J'en avais pris deux ou trois comme ça qu'on connaissait peut-être un peu moins et si ça vous intéressait, voilà, de jeter un œil dessus. Mais je sais pas si tu veux d'abord donner la main aux questions. J'ai vu qu'Armel avait déjà une question. Donc, comment tu préfères? Euh, peut-être que c'est plus simple si tu nous fais d'abord la présentation de quelques portraits et ensuite on prend toutes les questions. C'est comme vous voulez. Moi, je vais pas être longue de toute façon. Bah, Euh, très bien, on fait comme ça alors. ok. Eh ben, merci Jean-Louis parce que c'était vraiment un chouette projet surtout. J'ai trouvé que c'était une super aventure humaine aussi. Quand on a pu échanger sur les différentes notices qu'on écrivait, moi, c'est vrai que ça m'a, de mon petit côté, ça m'a intéressé d'aller chercher du côté des chercheuses de cheval, chercheuses sur le cheval, et le réseau là-dessus, c'est montrer aussi une autre façon finalement de travailler ensemble pour aller chercher des choses, soit dans nos sujets de recherche, soit dans des sujets justement où on connaissait rien et où on était content d'aller découvrir des choses. J'ai essayé de faire j'en ai fait 21, je crois, notices, quelque chose comme ça. C'est sur la lettre d'Actes Sud. Et en fait, il y a eu vraiment deux choses sur lesquelles j'ai essayé de donner un peu de présence. C'était bah, des chercheuses du monde du cheval, parce que en effet, on les connaît pas bien, mais pareil, comme disait Jean-Louis, comment les sélectionner, selon quels critères, où s'arrêter. Et donc, moi, dans la démarche d'aller rechercher des chercheuses du monde du cheval, je me suis fixée comme scientifique la limite du doctorat en me disant, bah, faut quand même qu'il y ait eu des travaux de recherche conséquents sur le cheval. Et aussi, et ça, c'est plutôt Jean-Louis qui me l'avait donné comme critère, que le cheval soit aussi dans sa vie personnelle un élément comme ça intéressant, étonnant, qui est quelque chose aussi au niveau personnel et pas seulement scientifique.
qui permettait voilà de faire la différence un petit peu. Donc je crois qu'il y a eu 15 ou 16 chercheuses hein, qu'on a pu mettre dans le dictionnaire, donc des filles d'archéologie, des personnes qui avaient travaillé au niveau des archives, des historiennes, enfin et ensuite, bon, il n'y a pas eu que moi, parce qu'après, Vanina aussi, par exemple, a fait des notices. Enfin, Sylvine a dû en faire aussi. Donc, ça a permis un peu par un effet de domino d'avoir finalement peut-être plus d'une vingtaine de contributions liées à la recherche autour du cheval. Et c'est vrai que c'était quelque chose dont on parlait pas tant que ça. Donc, j'ai trouvé ça intéressant de pouvoir avoir cet aspect-là. Moi, je pense par exemple à Adrienne Mayor, qui a quand même écrit sur les Amazones qui essaie de démythifier un peu tout le mythe des Amazones et qui allait du côté des Sarmates pour voir un petit peu le côté historique de tout ce mythe-là. Je pense aussi bah, des personnes moins connues, un peu contemporaines. Je pense à Armel, par exemple, à son travail sur la statuaire, hein, qui est avec nous. Je pense à voilà d'autres personnes que j'ai pu contacter, aussi bien en littérature qu'en histoire. Et donc c'est vrai que c'était sympa de voir bah, le projet de Jean-Louis permettait de mettre une lumière sur des personnes auxquelles on n'aurait pas pensé sinon. Et ensuite, la deuxième chose qui m'a intéressée, moi, c'était la matière portugaise, parce que ayant été expatriée au Portugal, ayant fait un peu de recherche au Portugal, bah, j'ai découvert des destins assez exceptionnels. Alors, on pense souvent à la tauromachie portugaise, puisque c'est les premières choses qu'on m'a demandé. C'est vrai que le Portugal comporte plusieurs toreras à cheval. Je pense particulièrement à Sofia Matias ou d'autres qui continuent à torer à cheval, mais j'ai eu aussi des découvertes un peu surprenante. Alors, c'est l'une des. Alors, j'en ai sélectionné comme ça quatre, deux portugaises, deux françaises que je voulais vous montrer. Alors, l'une, elle n'est pas vraiment portugaise, mais bon, elle est un peu des deux. Elle est un peu comme moi. Elle est un peu entre les deux pays. Mais du coup, par exemple, j'ai pu découvrir la figure d'Antonia Rodrigues. Antonia Rodrigues, par exemple, qui était une jeune fille qui, donc, alors on n'est pas sûr des dates de naissance, des dates de mort, mais qui, pendant une période très trouble portugaise, parce qu'en 1580, c'est le moment où le Portugal réappartient à l'Espagne pour trois générations de Philippe. Et donc, c'est une période, en plus, le Portugal a un peu du mal avec sa nationalité. Et en fait, arrive Antonia Rodrigues, qui est une fille de conditions plutôt basses, parce elle est fille de pêcheurs, enfin, elle est fille de pêcheurs et de personnages un peu voilà du peuple. Et à 9 ans, avec les mauvais traitements qu'elle subit, elle en a marre. Et donc, j'imagine bien la petite Antonia Rodrigues sortir de chez elle et partir déguisée en garçon, donc sur les bateaux de pêche. Et puis, par beaucoup de conséquences qu'on connaît pas, dont on connaît pas tous les détails, on la retrouve en Afrique du Nord, donc toujours déguisée en homme puisqu'elle ne cache son sexe jusqu'à l'adolescence. Et donc, on la baptise à ce moment-là la terreur de Mouros, parce que les morts qui ont été boutés hors d'Espagne et de Portugal, bah, les Portugais les ont suivis jusqu'en en Afrique du Nord. Et donc, Antonia, qui se faisait appeler Antonio à l'époque, boute à cheval les morts hors des villes qu'ils estimaient sacrées, et donc se fait connaître pour ses faits d'armes, au point que la cour espagnole la rappelle en Espagne pour la récompenser, enfin le récompenser, puisqu'ils ne savent pas sa véritable identité. Et une jeune femme de la cour tombe amoureuse d'elle, parce que ce chevalier, qui était brillant par ses exploits, impressionnait beaucoup les jeunes femmes de la cour. Et donc, elle le demande en mariage. Et Antonio finit par être obligé de dire qu'en fait, il s'appelle Antonia et qu'il n'est pas le chevalier que tout le monde imagine, mais qu'il est une jeune femme déguisée en chevalier. Enfin, ça, c'était vraiment une histoire géniale, mais qui n'est connue que localement, par exemple. Et donc, j'ai trouvé vraiment délicieuse à mettre dans le dictionnaire, par exemple. Donc ça, c'est voilà, Antonia Rodrigues, la terreur de Chamorros, donc la terreur des morts. Ça, c'était vraiment un des cas que j'ai trouvé vraiment intéressant à mettre. Et puis il y a la duchesse de Saint-Balmont. Alors certains la connaissent peut-être, l'Amazone chrétienne de Nancy. Euh,
Elle, voilà, ça c'est ma frustration parce que moi aussi je suis amoureuse de Jeanne d'Arc, je suis orléanaise. Alors Jeanne d'Arc, on vit au rythme des fêtes joanniques tous les ans. Mais comme j'ai pas eu le droit de parler trop de Jeanne d'Arc, il y a déjà tellement de gens bien plus qualifiés que moi sur le sujet. Du coup, en pèlerinage à Don Rémy, je tombe sur Madame de Saint-Balmont qui, elle aussi, s'est illustrée donc au début du XVIIe siècle par ses faits d'armes parce que son Marie avait déserté le château. Il était en train de combattre les Français, puisque cette partie de France n'était pas complètement, enfin, était en division politique et guerrière. Et donc, la duchesse de Saint-Balmont, fille unique, élevée comme un garçon, donc apprenant très tôt à monter à cheval, à se défendre, se retrouve toute seule avec des pillages incessants qui traumatisent ses serfs, les paysans de sa région. Et donc, elle décide de monter une armée et de défendre toute la région à cheval, ce qui lui vaut donc le nom d'Amazone chrétienne. Et puis, elle était sacrément connue à l'époque parce qu'il y a eu plusieurs bibliographies, il y a eu plusieurs biographies sur elle. Et elle a même attiré l'attention du roi qui lui a demandé si elle voulait pas reprendre la responsabilité d'un groupe de cavalerie royale. Et puis, elle a préféré rester dans sa région, dans sa campagne, pour pouvoir continuer à monter à cheval. Et puis surtout, je pense, garder sa liberté. Mais après, on présume des choses. Hein, c'est ça qui est aussi... je pense que beaucoup de ces notices aussi ont cette, même si elles se reposent sur des bases historiques, d'archives, on ne peut pas s'empêcher parfois de projeter ce qu'ont pu être la vie de certaines de ces personnages. Voilà. Et puis donc la duchesse de Saint-Balmont, aussi connue pour son portrait équestre, hein, que je vous ai mis donc sur la présentation, qui est un des rares portraits de femmes à cheval dans une position en plus extrêmement martiale, guerrière, avec voilà un regard en plus commun du cheval comme de la cavalière. Hein. Donc c'est cette complicité qui transparaît aussi, qui peut pas empêcher de séduire, en tout cas qui m'a séduite moi comme lectrice et qui m'a poussée à écrire sur elle. Et puis j'avais aussi j'en ai eu deux autres aussi que j'aimais beaucoup et que franchement je pouvais pas m'empêcher de présenter. Alors il y a la Duchesse d'Uzès, bon, que les plus anciens doivent connaître un peu puisque bah, elle est pas morte il y a si longtemps que ça fait moins d'un siècle. Hein. Elle est connue entre autres pour être la première femme à avoir été prise en accès de vitesse puisque elle avait deux passions, les chevaux et les voitures. Et quand les hommes lui ont fait comprendre que l'Automobile Club de France refuserait sa présence parce qu'elle était femme, et ben elle en a créé une féminine du coup, dont elle est devenue présidente. Et la duchesse d'Uzès, donc, qui avait, même si elle habitait non loin du bois de Boulogne, elle avait aussi une propriété donc en campagne pour pouvoir chasser à court. Elle a chassé à court jusqu'à un âge avancé, hein, et même avec 70 ans passés, quand elle revenait de chasse et qu'on constatait son cheval en sueur, elle disait oui, mais si vous aviez passé 6 heures entre mes cuisses, vous seriez aussi dans un sale état. Donc, elle avait en plus ce côté incisif et cet humour, mais dans ses souvenirs, on a d'autres anecdotes liées au cheval qui sont vraiment drôles et qui laissent présager de la personnalité forte qu'elle était. Par exemple, moi, je pense à ce moment où elle a été invitée à Londres. Et puis, bon, elle l'attelait un petit peu, donc elle se dit, bah tiens, le fiacre avec ses 4 chevaux, ça me donne envie. Tiens, ça fait longtemps que j'ai pas attelé. Comment est-ce qu'on attelle un fiacre à Londres? Donc, elle demande au cocher si elle peut, alors qu'elle est passagère, plutôt invitée d'honneur, si elle peut bah, prendre les rênes du taxi et se balader dans Londres avec ses 4 chevaux. Sauf qu'à Londres, visiblement, c'était pas très courant pour une femme de se balader au milieu du trafic et de la circulation avec 4 chevaux. Et donc le soir même, quand elle arrive à l'opéra, toutes les personnalités en vue de Londres se sont succédées à sa loge en disant mais comment, madame, vous avez mené 4 chevaux dans Londres, mais vous êtes folle, mais qu'est-ce qui vous a pris? Et elle trouvait ça tout à fait normal parce qu'elle avait attelé à quatre une bonne partie de son enfance et de son adolescence. Elle voyait pas ce qu'il y avait de problématique à atteler toute seule 4 chevaux au milieu du trafic londonien. C'était quelque chose qui la ne surprenait pas plus que ça. Donc ça aussi, c'était une personnalité que j'ai trouvée extrêmement enrichissante et puis intéressante à étudier.
Et je vous ai gardé la meilleure, enfin celle que j'aime beaucoup pour la fin, la reine Amélie de Portugal. Alors Amélie de Portugal, pour moi, elle est très chère à mon cœur parce que c'est la dernière reine du Portugal, mais c'est une reine française. Et c'est une reine donc qui est héritière de la branche d'Orléans. Bah, moi, étant orléanaise, en plus, alors, il y a tellement de choses en commun, mais Amélie, en plus, donc, a eu un passé tragique. Alors, bon, il y a Stéphane Bern qui a fait une biographie, je l'ai vu il y a peu de temps, certainement plus romancée que la notice que j'ai faite, mais Amélie, donc, elle est venue au Portugal. Tout le monde lui a demandé qu'est-ce qu'elle allait faire dans ce pays où il y avait que des oranges. Sauf qu'ils avaient en commun avec le roi Don Carlos d'aimer la chasse, d'aimer le cheval. Lui d'ailleurs, il était beaucoup plus peintre naturaliste enfin, en tout cas, il avait une image d'aimer beaucoup plus la peinture, la littérature que bah, les affaires politiques. Et en fait, cet amour du cheval les a réunis tous les deux, ce qui fait elle a très mal vécu à la fin de la monarchie, donc l'assassinat de son mari. Il y avait des photos dans les revues de l'époque qui la voient essayer de frapper la personne qui a tué son mari. À coups de fleurs, parce que c'était la seule chose qu'elle avait sous la main, un bouquet de fleurs. Donc elle essayait de frapper la personne qui avait tué son mari. Et donc ça a fait la revue, la page de garde de nombreuses revues de l'époque. Et dans leur palais de Villa Viçosa, qui est donc dans la campagne portugaise à de 2 heures de Lisbonne, il y a un portrait en nœud à cheval. Et donc Amélie avait réussi à amener les chevaux à l'européenne du Nord au Portugal, c'est-à-dire qu'elle montait donc en Amazone, et elle montait beaucoup de pur sang anglais ou de chevaux qu'on voyait moins au Portugal. Donc elle a beaucoup amené des chevaux qui n'étaient pas forcément des chevaux typiques du Portugal. Donc elle a fait découvrir une façon de monter un peu différente, et elle a su sentir que le vent, enfin elle a su prévoir le vent qui tournait à la fin de la monarchie, et alors sans prévoir complètement l'attentat. En attendant, elle a réussi à mettre sous clé et à préserver tout le patrimoine des carrosses royaux. Et donc, si vous avez l'occasion à Lisbonne d'aller voir le musée des Douches-Coches, qui est le musée des carrosses et des voitures à cheval qui est à Belém, donc la banlieue vraiment collée à Lisbonne, eh bien, tout ce musée a été en fait fondé par Amélie de Portugal, parce que quand elle a vu que bah, la monarchie était en train de créer de nombreux mécontentements, elle s'est dit mon Dieu, s'ils pillent tout ça, qu'est-ce que je vais faire? Et donc elle a essayé de préserver tout ce patrimoine en œuvrant à sa patrimonialisation, pardon, en le mettant en particulier dans l'ancien manège royal, donc qui est à Belém, qui était le premier musée des carrosses. Et donc, elle a eu un rôle vraiment important pour le patrimoine équestre portugais, puisque c'est grâce à elle que tout ce patrimoine a été préservé et n'a pas été pillé donc en 1910 quand la monarchie portugaise est tombée. Euh, et donc, elle a eu un rôle très important. Mais bon, l'assassinat de son mari l'a tellement marqué qu'ensuite, elle est rentrée en France et elle a mis peut-être plus de 40 ans à revenir au Portugal, tellement elle avait été bouleversée par ce qui s'était passé, malgré l'importance qu'elle a eue. Voilà, dans ce pays. Donc, c'était quelques portraits que vous pourriez retrouver dans le dictionnaire, même si, comme l'a dit Jean-Louis, il y en a 500. Hein. Donc, il y a de longues heures de lecture et de belles découvertes, voilà, je pense, vous attendent à la lecture de ce livre. Et puis, je vais rendre la parole, j'ai déjà trop parlé. Voilà. Eh bien, merci beaucoup pour cette présentation fort intéressante. Je vois qu'il y a des questions dans le chat. Yves, est-ce que tu veux les poser à l'oral ou est-ce que tu as un problème du micro? Hmm, pas de réponse. Yves? Oui, j'arrive pas à reprendre l'image, mais bon, vous m'entendez? Oui. Oui, pas encore. Oui, alors j'avais trois questions qui sont affichées tout simplement.
hein. Je pars par la dernière parce qu'elle s'adresse directement à Jean-Louis, c'est-à-dire il s'est toujours caractérisé par un débat sur l'humanisme et, on va dire, la relation au cheval, sinon l'équitation. Et clairement, la- il me semble que l'approche des femmes de la relation, quelle qu'elle soit, avec le cheval, se caractérise par une capacité d'ouverture, contrairement à celle, en tout cas celle qui, en tout cas en France et en Europe, masculine, qui a plutôt fermé et particularisé. Qu'est-ce que tu en penses? Euh, cette question s'adresse à qui? À toi. Alors bon, écoute, je, 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 je trouve la question intéressante et mérite réflexion, mais comme je n'y ai pas réfléchi, je peux pas dire que des banalités. Je ne sais pas si les messieurs ont un rapport au cheval plus étriqué, plus étroit, plus pauvre que les femmes, mais c'est probable, oui. Enfin, c'est probable. Euh, je, je n'ose pas me lancer dans des considérations sur un rapport sentimental, par exemple, parce que, évidemment, euh, on pourra très vite me taxer de me livrer à des clichés. Mais je suis bien obligé de constater aujourd'hui, quand je visite un poney club, que les petites filles ont une relation. Les petits garçons, quand ils ont fini leur leçon d'équitation, ils s'en vont, quoi. Je suis obligé de constater que les petites filles, elles restent le reste de la journée avec leur cheval. Bon, donc il est probable comme tu l'insinues, et que la relation euh, d'une femme avec un cheval peut être plus riche, plus nombreuse, plus complète que celle que les garçons peuvent entretenir avec le cheval. Mais tu vois, c'est une réponse tout à fait improvisée, et je comprends bien que ta question mériterait une réflexion plus approfondie. Et d'ailleurs, Bernadette, je vois que sa bouche bouge, mais je ne l'entends pas. Ma chère Bernadette, est-ce que tu peux appuyer sur le bouton? Je t'entends pas. Voilà, ça y est. Ah, formidable. Puis, euh, oui, ben pour répondre à une question aussi ambitieuse, je pense que, cher Yves, il faut se livrer à l'exercice d'une recension, par exemple, c'est-à-dire entrer dans le vif de ces récits et affronter cette floraison, cette effervescence d'histoire de vie. C'est pas le moindre des charmes de ce livre incroyable, hein, qui est un peu à ton image, il faut dire, Jean-Louis, d'oser des trucs pareils. C'est vraiment bien. Euh, Moi, si vous voulez, je peux contribuer en biais, par un biais à la question soulevée avec l'une des notices que j'ai produites et qui, d'ailleurs, il faut le dire, a un peu surpris d'entrée de jeu Jean-Louis, parce que c'était dans la période d'un confort considérable qu'il a bien présenté. Et il, il ressentait que les contributions partaient un petit peu dans tous les sens et s'éloignaient d'un critère qu'il avait mis en avant au début, qui était celui de la notoriété. N'est-ce pas, Jean-Louis? Oui, Et
Donc moi, je suis fort aise que tu aies lâché du lest à cet égard. Et de toute façon, je n'avais pas attendu que tu l'aies fait pour me lancer dans l'écriture d'un récit de vie d'une femme bricoline. Alors déjà, le nom, je suis sûre que personne ne connaît ce terme. Enfin, je suis à peu près sûre. Je pourrais faire un sondage rapide, mais c'est pas tellement la peine. Alors, une bricoline, c'est une journalière, en fait. C'est le mot qu'on donne aux hommes et aux femmes qui font tout dans les fermes berrichonnes, c'est-à-dire qui sont absolument au bas de l'échelle. Et donc moi, ça me tenait, par l'enquête, j'avais rencontré cette femme, une enquête dans le cadre d'un bouquin là, qui vient de paraître, et son histoire de vie est absolument incroyable, au sens où elle a affronté l'ordre social local impitoyable et qui met en évidence une espèce d'interdit d'accès au cheval dans les campagnes, au cheval pour s'en servir, au cheval pour se faire voir avec. Alors là, on est dans l'univers de la ferme, l'univers du cheval. Alors les marchands de chevaux appellent ça le cheval de service, ça dit bien ce que ça veut dire, le cheval de trait, le cheval de travail. Euh, déjà, ça m'intéresserait de faire un sondage. J'ai pas encore fait Jean-Claude, je suis Jean-Pierre. Voilà que je sais pas que je t'appelle Jean-Claude. Euh, Parce qu'il faut dégager un temps absolument monstrueux pour se lancer dans une pareille aventure. Puis je pense qu'il faut une méthode aussi pour un peu. On ne peut pas tout attraper, hein. Comment? C'est impossible. Donc, il faut avoir une technique pour s'emparer de cette diversité, mais avec un minimum d'exhaustivité. Alors, j'ai pas encore trouvé le truc, j'ai réfléchi, mais je vous dirai. Et parce que je pense on doit cet effort à Jean-Louis. Alors, pour revenir à ma bricoline préférée, qui s'appelle Lucette Bruno, elle a bravé frontalement cet ordre social bien établi autour de l'accès au cheval, travailler avec en première ligne, devenir charretier, se faire voir avec. Et voilà, elle a aussi, enfin voilà. Donc moi, cet aspect-là, des femmes qui euh, par leur relation au cheval, par leur goût du cheval, par leur passion de faire avec les chevaux, se confondre à l'ordre social établi, c'était quelque chose de très important. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure ça traverse l'ouvrage, mais voilà un des critères pour opérer la traversée de ce monument. Et je pense que ça va bien au-delà du monde de la ferme et de la diversité des fermes, qu'elles soient modestes ou pas. D'ailleurs, je pense que moins elles sont modestes et plus l'interdit social d'accéder au cheval est fort. Alors voilà, je suis contente d'avoir euh, suscité une certaine ire de ta part dans un premier temps. Et parce que je pense que c'était vraiment important de le faire. Avant de passer la parole, je voudrais en venir. Je suis restée sur ma faim en ce qui concerne la photo de couverture. Je n'ai pas vu euh, de commentaires dans l'ouvrage. Est-ce que j'ai mal regardé, Jean-Louis? Des commentaires sur la photo elle-même? Oui, Pourquoi? Oui, alors il n'y a aucune espèce de commentaire, ni même de source, puisque c'est une source inconnue. Une photo que j'ai trouvée chez un brocanteur qui vendait des vieux papiers. Et j'ai retrouvé cette photo que j'ai imposée à mes amis de Actes Sud qui ont bien voulu euh, consentir finalement dans mon esprit, dans mon espoir, enfin avec l'espoir en tout cas, d'emblée d'introduire un peu d'humour. Bon,
Oui, oui. Parce qu'évidemment, l'aspect de ce livre épais de près de 800 pages, gris, 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 sans aucune illustration, à côté dictionnaire un peu chiant, quoi. Voilà, bon, je me suis dit que ce serait peut-être pas mal de montrer quand même par l'image que oui, bien sûr, il y a un titre sérieux, femme de cheval de tous les peuples de la terre, des temps, machin, mais C'est ça. mais que quand même, ça ne nous empêche pas d'avoir un peu d'humour, Ouais. un peu de sourire, quoi. Alors, je ne sais pas si c'est réussi, mais en tout cas, Oui. c'était l'intention. Et Et puis le sou- la source donc est inconnue, ce qui a fait très plaisir à Actes Sud, parce que comme ça, ils n'ont pas de droit d'auteur à payer. ça m'étonne pas de. Le sous-titre est bourré d'humour aussi, quand même. Oui, alors j'ai Et- voulu, mais c'est un clin d'œil évidemment mais, à mon mais- maître Ephraim Well, qui dans son Histoire du cheval avait dit histoire de. mais- Voilà. Mais donc si c'est vous un clin voulez, d'œil si vous comprendra voulez, qui voudra. je peux faire un petit commentaire technique sur la photo, hein? Oui, oui, On peut supputer, étant donné le vide d'informations. Moi, je suppute très volontiers qu'on est sur une plage normande, parce que je suis Baudor aussi, que l'animal qui est pas très content de cette troupe agitée et somme toute assez nombreuse et assez lourde et curieusement répartie sur l'extrême longueur de son dos. Donc l'animal en question, je pense que c'est un percheron. Et, probablement, oui. et, euh, et donc on peut dire qu'il n'est pas content du tout, mais qu'il se tient tranquille, hein, avec un simple licol sur la tête. Et on est dans les années 50, quoi. Oui, probablement. Moi, ce que j'aime dans cette photo, c'est le sourire des six ou sept filles qui sont là-haut, quoi. Il y a une espèce de joie et de plaisir, voilà. Il y en a Alors, 8. alors tu as raison, le cheval, il fait un peu la gueule, quoi. Bon, mais Il fait un peu la gueule. Non, non, c'est- mais cette photo, y compris bien sûr le côté de Traviole que tu as soigneusement organisé. Enfin, ouais. tout ça, c'est un peu une sorte d'autoportrait aussi, hein. Le cheval qui fait la gueule, c'est mon Tout, autoportrait. Et, la et si je peux me totalité. permettre la métaphore aussi, on a aussi une jolie métaphore littéraire. Finalement, une femme à cheval peut en cacher une autre, dans ce cas-là, sept autres. Et donc, Ouais. c'est sûr que c'est une chouette métaphore, parce que quand on ouvre le livre, en fait, et bon, on sait pas où ça va s'arrêter. Et ça, c'est un côté révélation qui est sympa aussi. Ben, j'espère que ça ne nuit pas euh, à l'ouvrage, quoi, parce que c'est quand même un travail sérieux, quoi. Bon, alors, est-ce que bon, mettre en couverture d'un travail sérieux un truc qui est un petit peu une blague, c'est peut-être pas de très bon goût, mais enfin, comme le souligne Bernadette, ça me ressemble. Voilà. Oui, ce qui est vraiment le plus important. Si vous voulez, si personne n'est frustré, je peux dire un tout petit mot de plus sur mes deux autres contributions. Je suis désolée, j'ai résisté l'aimable pression dont j'étais l'objet parce que j'étais au feu dans mes propres écritures. Et sur la méthode, euh, en fait, moi, je suis allée voir des femmes que je connaissais bien, deux autres femmes. Alors, dans un tout autre- dans deux autres milieux très différents, ce qui me plaît bien d'avoir cet éventail très, très ouvert. La première, c'est une jockey, éleveuse, entraîneur, et que je connaissais déjà, mais indirectement, par son célèbre frère chercheur qui a trouvé un très grand public qui s'appelle Martin de la Soudière. Et donc, et la deuxième, c'est toujours euh, Geneviève de Sainte-Marie, qui et donc elle a évolué dans le milieu des haras nationaux. Et dans les deux cas de figure, j'avais un peu la même perspective, c'est la suivante.
ces femmes-là euh, ont fait des choix pas faciles et elles ont tracé leur chemin en leur âme et conscience et avec une relation au cheval extraordinairement euh, éclairée, à la fois par le savoir-faire et le goût immodéré. Et moi, j'insisterai sur la méthode d'enquête dans les trois cas de figure. C'est, je suis allée voir plusieurs fois les personnes. Première fois, c'était pas tout près. Premièrement, pour les convaincre, ce qui n'était pas tout à fait gagné, ni pour l'une ni pour l'autre. Deuxièmement, pour les motiver, pour leur donner envie d'être partie prenante. Et à chaque fois, mais en fait, je le fais toujours quand j'écris dans les règles de mon métier et dans le goût du métier. Euh, à chaque fois, j'ai restitué très attentivement, pas pour Lucette Bruno, la bricoline, puisqu'elle était partie de l'autre côté, mais en tout cas pour mes deux autres partenaires. J'ai eu à cœur de leur faire lire et relire et d'écouter très attentivement les commentaires qui n'ont pas manqué de s'exprimer. Donc c'est pas beaucoup, mais enfin, c'est ce que j'ai pu faire. Mais pour moi, ça a compté beaucoup. Et puis, Jean-Louis Gouraud, c'est Jean-Louis Gouraud, quoi. Il y a un minimum de réciprocité Oui, dans le compagnonnage. absolument. Et merci Bernadette, en tout cas, de ta contribution qui... C'est pas tout à qui- fait dans les clous. Non, non, non. Tant mieux. Non, mais tu sais à quel point j'y tenais et à quel point j'y accordais de l'importance. Merci. Oh. Yves, tu avais annoncé plusieurs questions. Oui, alors chemin faisant, euh, il y avait une première question qui était relative évidemment aux écuyers et en particulier celles qui ont enseigné et édité. Est-ce que tu as une synthèse sur une entrée comme celle-ci? Non, 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 non. En effet, cet ouvrage peut peut-être servir de point de départ à des... pardon. Attends, excuse-moi, je fais taire mon téléphone. Euh, On peut dire en attendant que Yves, tu tends des perches pour qu'on te demande de te mettre à l'ouvrage sous peu. Oui, 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 non, oui, oui, cet ouvrage peut peut-être peut-être un point de départ à des synthèses comme celle que tu suggères. Mais par définition, c'est une accumulation d'éléments indépendants les uns des autres qui n'ont pas fait d'autre synthèse que celle qu'a bien voulu faire à sa manière et sur son sujet de prédilection Michel Perrault dans sa oui, belle préface. oui. Bon, mais je serais très flatté si, en effet, cet ouvrage inspirait des travaux comme ceux que tu suggères. Alors, Mais pour ma part, évidemment, je ne m'y suis pas livré. Moi, alors, je ne le connais pas, je vais l'acquérir, bien sûr, parce que dans les échanges tout de suite après la présentation de Diane, par Diane d'ailleurs, une partie de ses propos illustrait cela. Je voudrais dire quelque chose comme ça, Jean-Louis, et à nous tous. Vous avez tous, évidemment, le texte de notre illustre général qui a fait les deux dictionnaires en 1915 et en 1921. oui, Ménessier de la Et Lance, oui. voilà, et Menessier de la Lance a marqué, parce qu'on peut considérer qu'il marque
une Ouais. étape, une époque pour nous. Et je pense que cet ouvrage va marquer une époque, autant pour ce qu'on vient de suggérer, mais la manière avec laquelle, en effet, au-delà de la projection qu'il permet d'avoir pour les jeunes chercheurs et en particulier les chercheurs, faire en sorte que nous allons rééquilibrer cette relation au cheval grâce à cet ouvrage et en particulier, puisque c'est mon entrée à moi, la manière avec laquelle la question équestre est pensée, donc la relation de dressage avec le cheval, dans notre contexte bien sûr français, puisqu'on a une singularité sur cette théorisation, mais aussi dans le monde. Et voilà, je trouve que c'est extrêmement passionnant que de se demander en quoi, c'est la deuxième question que je signalais, en quoi ces dimensions intellectuelles et relationnelles relatives à l'enseignement et à l'art équestre pouvaient être motivées d'autres approches, d'autres recherches, y compris historiques, plus comparatives, plus ouvertes. Voilà, c'était le sens de mon interrogation et surtout de ma félicitation à toi, Jean-Louis, et à tous les contributeurs et contributrices pour un tel ouvrage qui marque, me semble-t-il. Alors, ça invite tout simplement. Menessier de la Lance a fait 2 tomes. À quelques années, je pense qu'on va devoir avoir un second tome euh, euh, sous ta direction, Jean-Louis, Oui, oui. puisqu'on peut faire des remarques qui méritent évidemment des Ça me travaux, tu vois. ça me surprendrait beaucoup, Vous pouvez la mais en ressembler effet. aussi avec le cheval, là, dans votre réaction. C'est bon, on l'a. Ouais. C'est la même que sur la couverture. Bah, je fournirai le même cheval de trait avec quelques jeunes enfants dessus, euh, avec la même joie. Là, mais oui, oui. Non, non, c'est très bien, vraiment très bien. Et félicitations, Diane, d'avoir restitué un certain nombre de personnages majeurs de l'histoire de l'équitation, notamment liés à cette équitation dite classique. Si je peux me permettre, Ahmed, il me semblait que vous aviez une question. Oui, Si vous voulez. merci. Vous m'entendez? Oui, bonjour Armel. Bonjour Jean-Louis, bonjour tout le monde. Ben, moi, justement, mon intervention venait exactement dans la lignée de celle d'Yves, à savoir, vraiment, je vous félicite et puis bravo pour cet objet éditorial. Alors, j'aurais quelques questions aussi en tant qu'éditrice. Je trouve aussi, c'est exactement ce qui vient d'être dit, que l'intérêt, c'est la diversité des approches, des sujets, une immense ouverture, autant de graines plantées. Et en fait, c'est génial à picorer, à lire, etc. Ça donne des idées, des milliards d'envies. Moi, je suis comme Bernadette, j'ai très, très, très modestement contribué parce que c'était pas le moment, c'est jamais le moment en même temps. Mais là, depuis qu'on échange, j'ai je sais pas combien d'idées. J'avais une notice que j'avais proposée sur une artiste et théoricienne, Marion Jantet-Laval, Laval-Jantet, du collectif Art Orienté Objet. Je regrette qu'elle n'ait pas donné suite parce que ça aurait été encore une ouverture. Il y avait 1000 ouvertures possibles, il y en a déjà tellement. Donc ça, c'est formidable. Ma question en tant qu'éditrice et lectrice aussi, est-ce que ça a été compliqué vous êtes directeur de la collection chez Actes Sud, mais est-ce que ça a été compliqué de les convaincre? Parce que je trouve formidable et je trouve que c'est un livre, même s'il reprend la formule du dictionnaire qui est vieille comme l'édition, je le trouve vraiment comme un objet éditorial de notre époque, à savoir, alors c'est un prisme qui m'intéresse et qui est le mien aussi, on est dans l'intersectionnalité, on est à la croisée des gender studies, des animal studies, et c'est une vraie ouverture bon, ce sont des approches éditoriales qui sont pas vraiment évidentes en France et qu'il faut combler. Enfin, moi, je suis active en la matière et c'est vraiment pas facile. Donc bravo, merci. Ouais. Et En tout cas, effectivement, et juste Armel, pour mes questions, pour finir, comme ça, je vous laisse la parole. Le titre d'Amazon, il semble pas complètement vous convenir. Pourquoi est-ce que Femme de cheval, ça pouvait pas Oui. être un titre à part entière? Et ma deuxième question, c'est votre introduction est formidable, Jean-Louis, et elle reprend un peu tout ce que vous avez présenté ce matin, avec toutes les réserves, toutes vos angoisses qui sont hyper touchantes, de questions d'exhaustivité, de légitimité, etc. C'est intellectuellement important de le faire et vous l'avez très bien fait.
Pourquoi est-ce que vous n'avez pas souhaité écrire plus? Bon, parce que là, vous étiez dans une autre posture, j'imagine, mais on peut se poser la question aussi. Et quel titre vous auriez aimé, si c'était que vous à la manœuvre, quel titre vous auriez mis? Alors, Armel, merci beaucoup de me donner l'occasion d'exprimer ma reconnaissance à mes amis MIES des éditions Actes Sud. Comme vous le savez, cette maison d'édition a connu quelques turbulences tragiques ces temps derniers, notamment avec le décès du patron de cette entreprise, Jean-Paul Capitani, qui, avec son épouse Françoise Nissen, avait amené cette petite maison d'édition locale au statut de grande maison d'édition nationale. Bon. Jean-Paul Capitani, passionné par les chevaux, m'avait, il y a 20 ans, proposé de créer chez lui une collection pour laquelle il m'a laissé une totale liberté et jamais aucune de mes propositions n'a été rejetée. Simplement, Jean-Paul Capitani, c'était un accord non dit, enfin un consensus, une espèce d'évidence, en échange du fait qu'on me laissait faire paraître dans cette collection des ouvrages au succès commercial improbable, on me demandait d'amener quand même de temps en temps un ouvrage qui puisse compenser les pertes des précédents. Enfin, merci à Jean-Paul Capitani de m'avoir laissé éditer le dialogue entre l'émir Abdelkader et le général Domas sur un travail formidable réalisé par François Pouillon. Merci à Actes Sud de m'avoir laissé publier une traduction française d'un traité d'équitation portugais du XVe siècle, qui est le premier traité d'équitation de l'Europe chrétienne, Don Duarte. Merci à Actes Sud donc, de m'avoir laissé publier des ouvrages un peu dont il savait d'avance qu'ils feraient des toutes petites ventes. En échange de quoi, évidemment, je me suis attaché à amener de temps en temps des ouvrages qui sans être des best-sellers, en tout cas, permettaient d'équilibrer, en grosso modo, les comptes de cette collection. Enfin, la fortune de Actes Sud ne vient pas de cette collection Ars et Quests. Alors, lorsque Jean-Paul Capitani, à la suite d'un bête accident de bicyclette, est décédé, la succession, enfin la présidence, direction générale du groupe a été attribuée à sa fille, Anne-Sylvie Bamul, qui m'accompagne, qui est mon interlocutrice aux éditions Actes Sud depuis le début de la création de cette collection. Et lorsque j'ai proposé à Anne-Sylvie de me lancer dans la réalisation de cette espèce j'ose pas dire, oui, à l'époque, j'utilisais le mot dictionnaire. L'idée de départ, donc, c'était un dictionnaire des femmes de cheval, un dictionnaire universel ou international ou mondial des femmes de cheval. Et Anne-Sylvie, spontanément, dans la seconde qui a suivi, m'a dit c'est une idée formidable, vas-y, etc. Simplement, n'appelle pas ça dictionnaire parce que c'est décourageant, quoi. Donc, trouve un autre terme que le mot dictionnaire. Et puis, je t'en prie, s'il te plaît, pas femme de cheval, dictionnaire des femmes de cheval, enfin tout ça. Bon, mais appelez ça tout simplement Amazon avec un S. Ce qui m'a. Et puis, ah oui, c'est sa troisième consigne, c'était fait, fait, fait plutôt un ouvrage chronologique plutôt que alphabétique. Bon, alors ces trois remarques m'ont impressionné. Je veux bien croire hein, que le mot dictionnaire avait un côté décourageant, donc j'ai renoncé à cet intitulé.
l'idée d'une chronologie est apparue en travaillant sur les notices que j'avais réunies être une très bonne idée, et ce qui permettait de scinder cet ouvrage en deux sections, une section chronologique historique donc de l'Antiquité à 1900, et puis une deuxième partie sur disons, l'époque contemporaine qui elle pourrait prendre l'aspect d'un dictionnaire. Et ça a été ces observations, ces remarques auxquelles donc je me suis soumis volontiers, ont été les seules réserves euh, de l'éditeur qui, je le répète, a instantanément donné son accord. Et lorsqu'ils ont vu arriver, les services techniques ont vu arriver cette masse de plusieurs millions de signes pour aboutir à un ouvrage de près de 800 pages, je n'ai eu aucune espèce de restriction, ni de réserve, ni de demande de raccourcir ou de supprimer, quoi. À un certain moment, on a eu une discussion sur le problème de savoir s'il fallait ou pas mettre des illustrations. Et j'ai suggéré, et on m'a suivi dans cette proposition, j'ai suggéré qu'il n'y en ait aucune. Voilà. Euh, je pense que l'ouvrage aurait changé de nature si on avait commencé à y introduire des illustrations. Ou alors, il aurait fallu, dans ce cas, ça aurait été un tout autre travail, que chaque notice ait une petite illustration, comme c'était le cas autrefois dans le Petit Larousse. Mais c'était une autre entreprise. Et en tout cas, Actes Sud m'a laissé une totale liberté de contenu. Et donc, encore merci à Actes Sud. Bah, c'est formidable. C'est Et vraiment. bonjour au chat de Bernadette qui passe devant l'écran. Très joli, hein? Quoi? Ouais, Très joli, hein? Je- voilà. elle repasse. Ouais, super. Voilà. Donc, Armel, je ne sais pas si j'ai répondu à. Si, si, c'est bien. Et puis, enfin, voilà, comme quoi il y a des éditeurs qui. Oui, oui, C'est magnifique absolument. comme témoignage. Après, voilà, c'est un milieu un petit peu compliqué, etc. Mais c'est. Du coup, des graines sont plantées. Je pense que ça, voilà, ça va donner Oui, des tas de oui, choses. pour en rajouter une couche, Actes Sud a accepté de publier l'année prochaine un ouvrage encore plus considérable, encore plus épais, encore plus euh, que j'apporte dans cette collection, qui est une histoire générale de la médecine vétérinaire par Christophe de Gers et François Vallat. Et c'est un travail monumental sur le succès commercial duquel on peut s'interroger. Mais là encore, Actes Sud, qui continue à faire son travail d'éditeur, de créer un fonds, a accepté de publier cet ouvrage qui va donc paraître à la fin de l'année prochaine. Bah, ça fait chaud au cœur de savoir tout ça parce que c'est en ce moment Ouais. un peu compliqué comme Ouais. milieu, donc c'est formidable. Avant que j'oublie, j'imagine que vous savez, mais vous avez une formidable petite chronique par François Angelier sur France Culture. Vous l'avez Ah oui, entendu? oui, oui, Qui est oui, oui, vraiment, formidable. donne vraiment envie de lire le Ouais, livre. Enfin, c'est vraiment chouette. dithyrambique, oui, dithyrambique, c'était très sympathique. Dithyrambique, ouais, mais justifié enfin, par Ouais. rapport à moi, tout ce que je ressens. Donc ça fait plaisir. J'espère qu'il y Ouais, aura ouais. comme ça un écho. On va tous y œuvrer, hein. C'est souvent Alors, en le revanche, principe de la boule de neige. En Ouais. revanche, la presse écrite, la presse généraliste, n'a pas l'air n'est pas empressée, en tout cas, d'en rendre compte. On a eu droit à 10 lignes, gentilles d'ailleurs, enfin, c'est bien la moindre des choses, dans Elle, qui, Ouais. qui signale donc l'existence de ce livre, mais enfin, qui souligne surtout le fait que l'ouvrage est préfacé par Michel Perrault. Voilà. Bah oui, mais après, ça. C'est Mais une bonne chose. sinon, rien dans l'Express, rien dans Le Point, rien dans l'Obs, rien dans Match, rien dans je sais pas quoi, Le Monde, Libération, Le Figaro, tout ça, rien, silence total. Et Rien pourtant, encore. On ne sait pas. Il pourtant, faut. il y a une très bonne attachée de presse qui a envoyé le livre Mhm. à tous ces journaux. Alors bon, c'est peut-être un peu trop tôt
Oui, Mais enfin, voilà, pour le moment, silence, silence Média. De toute façon, assourdissant. c'est un livre qui va s'inscrire vraiment dans un temps long. Alors, c'est ça. Voilà, en tout cas, merci d'y avoir si gentiment contribué. ultra modestement. Diane? Oui, je me permets de poser donc du coup une question. Armel, tu parles d'une critique sur France Culture. Tu pourrais nous la partager ou pas? Parce que moi, du coup, j'ai pas, je ne publie Attends, pas. la Mais partager. Donc, ça veut dire là, je vais regarder sur Internet et mettre le lien dans la discussion. C'est ça tu si veux que ça je fasse? t'embêtait pas, Ouais, non, non, je vais le faire. T'as parce que raison, t'as c'est raison. vrai que j'aurais bien écouté aussi. Tu Tant vois, mieux. je suis pas Je si suis geek que hyper en ça, vie, ça, mais je je l'ai l'aurais pas bien fait partagé naturellement. aussi. Du coup. Toi, tu l'aurais fait naturellement de mettre le lien là. Je Ah, bon, cherche. je sais pas. Je Mais cherche, je me je dis, cherche. tiens, ça peut être intéressant Ah, pour la t'as partager raison, bien aussi. sûr. Et en plus, l'ayant pas vu passer, moi, ça m'intéresse aussi. Je C'est l'ai sympa entendu sur d'entendre le des plus moment, moi, mais différentes. c'est vrai. Je le Ouais. cherche, je le fais tout de suite, ça J'ai marche. j'ai Non, ou découvert, même me mettre le nom et puis je rechercherai, je la Non, non, mais mettrai. je le fais quand même, je suis capable. Je te dis juste que j'ai pas eu l'idée. Merci beaucoup. Et l'autre question, enfin, pas la question, mais je trouve que c'est dommage aussi qu'il y a une référence qu'on a, mais je sais plus si c'est vous qui l'aviez édité aussi au Rocher, mais il y a une référence dont on n'a pas parlé et dont j'ai l'impression que finalement cet ouvrage est en fait la version XXL de ce qu'avait déjà peut-être essayé aussi de faire Sophie Nolot finalement au Rocher avec l'anthologie de la littérature équestre féminine. C'est vrai qu'on en a oui, pas oui, parlé, oui, mais en oui, 2007, il y avait eu cet ouais, ouvrage qui est aussi passé quand même malheureusement beaucoup inaperçu et qui est assez relativement peu cité, ce que je trouve vraiment dommage parce que elle mérite de faire aussi déjà un topo. Alors c'était en 2007, hein, si je ne m'abuse, et ouais. c'était l'édition du Rocher. Et ça avait le nom beaucoup moins sexy qu'Amazon, qui était le nom d'anthologie de la littérature équestre féminine, il me semble. Ouais, 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 c'est ça. Mais ma chère Diane, je mentionne cet ouvrage dans ma longue introduction aux Amazones. Je l'ai lu. Voilà. Je l'ai lu. Mais comme on est en train d'en Donc, parler, je trouvais ça dommage qu'entre nous, voilà. on l'évoque pas. Et le travail de Sophie Nolot, pour moi, était un petit peu une contre-anthologie de celle de Paul Morand, dans laquelle il y avait pas un seul texte de féminin, quoi. Et Ouais. donc c'est moi qui avais demandé à Sophie Nolot de se lancer dans ce travail de texte sur le cheval par des femmes. Il y avait aucun texte féminin et puis il y avait aucun texte de fiction qui ne soit pas les siens, de toute Oui, façon. sauf Donc, un partons de extrait ça, de Milady, quoi. c'est ça, c'est ça. Mais c'est vrai que ouais, Et en c'est un. effet, mais en effet, le travail de Sophie Nolot n'a pas eu là non plus le succès commercial que. Mais c'est pareil aux éditions du Rocher aussi, je bénéficiais d'une totale liberté. Mais je me suis demandé du coup si est-ce qu'il n'était pas paru trop tôt finalement et est-ce que l'avantage de ce livre-là, c'est aussi de s'inscrire dans une période où justement on essaye d'écouter la parole finalement de femmes que jusqu'à MeToo et jusqu'à ces mouvements-là, peut-être on avait quand même tendance à déconsidérer. Est-ce que il n'y a pas eu aussi un très bon timing finalement dans la volonté de cet ouvrage, puisque on est dans une période où, alors, j'ai dit de Godrèche avait beau dire qu'on ne l'entend pas, mais justement, on essaye d'entendre des paroles féminines, et donc peut-être que finalement, ce dont Sophie Nolot n'avait pas profité il y a presque 20 ans, en 2007, bon, c'était il y a 15 ans, peut-être que là, en fait, on est aussi dans un moment où c'est quelque chose qu'on demande Ouais. maintenant. Moi, je pense aussi, c'est ce que je disais, ouais, dans le côté gender et aussi animaux, c'est vraiment un livre d'aujourd'hui, je trouve. C'est vraiment un livre important d'aujourd'hui. Est-ce que je peux faire une, euh, une proposition pour la réédition? Ouais, pour une éventuelle réédition. Non, 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 pour la réédition. Dans 25 ans peut-être, mais Ah oui, oui, d'accord. hein, Ouais. ce livre est appelé à devenir un classique. Ah ouais. Il me semble que un index Ah serait ouais. très, très, très utile. Oui, oui, alors, C'est une ouais. horreur, un index, hein. Oui, mais alors, oui, en fait, il aurait fallu plusieurs index.
Oui, c'est ça. Euh, ouais, et Une notamment, batterie alors index évidemment alphabétique, c'est le fait que les deux tiers du livre soient déjà classés par ordre alphabétique rendait le projet peut-être pas, enfin, pas très intéressant, puisque, encore une fois, les deux tiers du livre, c'est un classement alphabétique. Mais il y avait un classement géographique c'est ça. qui m'avait beaucoup tenté à un certain moment, Ouais. mais j'y ai renoncé au moment où je me suis aperçu que ça soulignait un déséquilibre profond entre le monde occidental et le reste du monde. Je me suis dit, c'est un des défauts de ce livre, et c'est pas la peine de le souligner avec un index qui. Bon. Alors, Ouais. troisième index imaginable possible, enfin, qui aurait été utile aussi, c'est par activité ou par discipline. Oui, Mais alors, là aussi, je me suis très vite heurté à une difficulté de l'impossibilité de classer euh, des, certaines notices, enfin, certains personnages mm, plutôt dans telle activité que dans telle autre. Alors, il aurait fallu que beaucoup de ces personnages figurent dans plusieurs catégories. c'est ça. Euh, et, 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 finalement, alors c'est peut-être une paresse ou je sais quoi, mais enfin, devant la difficulté, j'ai Mm, renoncé à l'index par discipline. Voilà, mais je suis bien d'accord que dans ce genre d'ouvrage, on a besoin, on cherche mm, un index. Mais alors, voilà mes mm. explications qui ne sont pas de très bons arguments, mais voilà. En même temps, dans le cas du dictionnaire, il n'y a pas d'index. Après, c'est un objet éditorial compliqué, hein. C'est pareil, Ouais. pourquoi pas de biblio? Enfin, il y a un moment, il faut faire des choix. Et je Oui, crois que là, on alors, est quand même un peu dans Biblio la aussi. formule. Ouais, ouais, c'est pour ça. On est dans la Biblio formule aussi. un peu du dictionnaire, donc c'est autre chose, quoi. C'est un choix éditorial. Mm. Et alors, non, mais la remarque concernant la vidéo est tout à fait juste et judicieuse. Et c'est un peu par défaut que finalement, parce que certains contributeurs avaient eu la bonne idée de terminer leur notice par une proposition du genre pour aller plus loin, ou si vous voulez en savoir davantage, je vous recommande tel ou tel ouvrage, mais comme 9 contributeurs sur 10 euh, renâclaient à se livrer à ce travail pour ne pas déséquilibrer, pour harmoniser, pour qu'il y ait quand même un minimum de cohérence entre les notices. J'ai finalement renoncé à cette, à la présence de bibliographie, notice par notice, et encore plus, et encore moins plutôt, d'une biographie générale. Non, mais en l'état, c'est tout cohérent, tout parfait, hein, Jean-Louis. Là, voilà, Oui, on par discute, défaut, quoi, etc. mais Oui, mais il y a et à toujours des part ça, contraintes. pour des rééditions, Bernadette, je te rassure, en effet, la matière ne manquera pas d'améliorer tout ça, parce que moi, personnellement, par exemple, je regrette beaucoup l'absence de très nombreux personnages, mais pour lesquels je n'ai pas trouvé d'auteur, ou sur lesquels j'étais moi-même incapable de produire quelque chose, mais dont pourtant qui auraient mérité d'être présentes, comme à l'époque soviétique, Maria Tcherkezova, qui est une zootechnicienne qui a vraiment sauvé la race à caltéquée de la disparition, à un moment où Khrouchtchev avait ordonné la transformation des harengs en boucherie chevaline. Maria Tcherkezova avait beaucoup contribué à préserver la race, ou Natalia Gourevitch, ou quelques autres. Donc, oui, il y a en cas de réédition, de, dans 20 ans, comme tu dis, puis il y aura toutes celles qui se seront manifestées entre-temps. Voilà. Bon, écoutez, mes chers amis, y a-t-il encore
une question qu'on pourrait aborder. Alors, vous m'avez couvert de compliments, je suis très, très, très flatté. Merci beaucoup. Peut-être, Euh, peut-être, voilà. peut-être, Jean-Louis, puisque tu amènes une contrepartie à suggérer, c'est que l'association Cheval et Sciences Humaines pourrait prendre date. Aujourd'hui, tu crédites l'association de pouvoir envisager une nouvelle édition dans Ciel. laquelle, nous pouvons déjà envisager que les chercheurs de l'association, en particulier toutes celles qui sont ici, seront notés. Donc il faut que tu puisses noter cela. Ça serait bien. J'ai dit ça. Cher Yves, je vois bien que tu vois loin, toi, c'est ça. Écoute, Mais, écoute, c'est très important. C'est très important. Merci. bon, merci beaucoup. Et merci à Euh, toi, Jean-Louis. Angèle, tu veux redire un mot? Comment tu veux finir cette session du coup? Eh ben, je vous remercie encore. D'ailleurs, je vous informe qu'on l'a bien reçu. On a bien reçu un exemplaire du service presse. Et on vous remercie également pour la citation de Cheval et SHS dans l'ouvrage. Encore merci pour votre présentation à tous les deux, pour ce moment d'échange également qui a été très intéressant et pour toutes ces pistes qui s'ouvrent. Et en tant que jeune chercheuse dans le domaine du cheval, je suis ravie de voir cet ouvrage paraître au tout début de ma thèse et qui m'inspire beaucoup. Donc, merci beaucoup et on se retrouve le mois prochain. On écoutera Vanina de Neulebar et